Merci, Adrien. Bonjour, je suis contente qu'on ait cette discussion aujourd'hui. Je pense que ça va être une discussion plus intime, mais ça nous donne peut-être l'occasion d'échanger, puis je trouve ça intéressant. Donc, je vais partir tout de suite de ma présentation pour faire un bout de ce dont on parle. Bougez pas. Ça va bien, vous voyez tous? Donc, c'est ça. Je pense que le cœur de ce dont on voulait parler aujourd'hui, c'était la notion de l'importance des communautés, de la société civile dans notre développement économique. Puis on a le biais au chantier de penser que beaucoup de choses sont finalement des questions d'économie, incluant les rapports, l'importance des FAB-CD. Donc, je vais partir. Comme André disait, moi, je suis directrice générale du chantier de l'économie sociale. Le chantier a la mission de promouvoir, de concerter des acteurs pour la promotion puis le développement de l'économie sociale. C'est quoi l'économie sociale? C'est des OBNL qui vendent un produit ou un service, donc ils sont dans une logique marchande, des coopératives puis des mutuelles. Surtout, c'est une composante vraiment importante de l'économie du Québec depuis très longtemps. Donc, ici, vous avez le portrait statistique de l'Institut statistique du Québec de 2016. Donc, on voit qu'il y a 11 200 entreprises, c'est presque 50 milliards du chiffre d'affaires. Là où je voulais attirer votre attention en particulier, c'est le fait qu'on dise, bon, 2/3 des dirigeants, 2/3 des salariés, ce sont des femmes d'entreprises d'économie sociale. Donc, une fois qu'on a dit que c'est une partie importante de notre économie, qui dirige cette économie? 2/3 des gestionnaires sont des femmes et 50% des administrateurs sont des femmes. Une personne sur 5 presque est un jeune de 35 ans au moins. Quand on pense à qui dirige nos entreprises publiques et privées, les compositions des directions sont très différentes. Comme ce sont des entreprises collectives, donc c'est des OBNL ou des coops, on parle d'entrepreneuriat collectif, c'est qu'une personne a une voix. Ce n'est pas en fonction du capital que j'amène. Donc, 50% des femmes en conseil d'administration, ça veut dire que la moitié des gens autour du conseil ont une voix. C'est déterminant dans la direction de ces entreprises. C'est ça, sur d'autres chiffres, le fait que c'est des entreprises, il y en a beaucoup qui existent depuis très longtemps, mais il y en a aussi qui continuent de se créer parce qu'on voit que ça répond à un besoin de repenser nos façons de faire, la façon de diriger nos activités économiques. Donc, on parle de 39% des entreprises qui existent depuis plus de 30 ans, mais aussi de 46% qui ont entre 10 et 30 ans, là, qui sont plutôt jeunes. Pourquoi je vous parle de ça? Oui. C'est parce que je pense qu'on ne reconnaît pas, malgré que ça fait vraiment partie de notre tissu économique et social au Québec, on ne reconnaît pas toujours, on ne sait pas nécessairement qu'on consomme en économie sociale un produit ou un service. Mais c'est important, ça change des choses sur le niveau de la qualité, de l'accessibilité des produits et services qu'on a au Québec. D'abord, il faut savoir que, entre autres parce qu'elles sont dirigées par des gens qui sont plus représentatifs de notre communauté, on fait face à des initiatives qui sont très innovantes. Elles vont gérer autrement un surplus en situation de croissance comme une perte en situation de crise. Et ce qui fait qu'on a des entreprises qui ont un taux de survie bien supérieur à celle des entreprises privées, parce qu'on va penser à d'autres façons de gérer nos situations économiques. Et ultimement, elles sont innovantes aussi parce qu'elles répondent à des besoins. Donc, on va s'il y a un surplus, ce n'est pas juste rémunérer les actionnaires, mais c'est de penser est-ce qu'on va accroître la desserte de nos produits et services, baisser les prix, réinvestir en équipement. Il y a d'autres choix qui vont sembler logiques qu'une rémunération du capital. Et donc, ce qui fait des projets qui vont, oui, être compétitifs sur un marché, mais qui vont aussi se distinguer en termes d'accessibilité aux services. On peut penser aux CPE qui sont présentes partout au Québec, contrairement à des garderies privées qui sont surtout dans des quartiers plus nantis, plus urbains, avec une population moins problématique. Au niveau de qualité, si je garde mon exemple de CPE, quand une organisation est dirigée par des parents des enfants, c'est sûr qu'il y a un contrôle de qualité bien supérieur et le niveau de qualité dans les CPE par rapport à des garderies privées est bien supérieur. D'agilité aussi là, et de pérennité, donc un taux qui dure beaucoup plus longtemps. Mais c'est aussi des réseaux, des solutions qui ont été structurantes pour le Québec. Donc, on le sait que les CPE, ce n'est pas juste les soins aux enfants, c'est aussi la participation des femmes au marché du travail,
c'est des services de proximité qui sont fondamentaux pour maintenir des gens en région. De la même façon, les ESAD, qui sont les entreprises d'économie sociale d'aide à domicile, vont avoir un impact sur les conditions des travailleurs, des préposés à domicile, mais aussi sur l'autonomie des personnes âgées puis handicapées, le maintien de familles dans des régions. Les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion, du logement étudiant, tout le mouvement coopératif. Je vous ai mis beaucoup d'acronymes. Ce que je voulais surtout souligner, c'est qu'à force d'initiatives individuelles, il y a aussi des masses critiques, des développements dans certains secteurs qui vont changer les conditions dans ce secteur. Un exemple serait les coopératives funéraires. Le prix des services funéraires au Québec est bien en dessous de celui de tout ailleurs en Amérique du Nord, parce que là où le marché s'est consolidé par des grandes entreprises privées qui achetaient les petits ailleurs, ici, on a constitué des coopératives en disant l'objectif est d'avoir des services accessibles, proches de chez nous et abordables. Donc, ça change les conditions de marché parce que c'est un pan important de ce secteur qui va tirer le reste de la compétition vers le bas en termes de prix. Donc, là-dessus, le cumulus, là où je vais en arriver, c'est que le cumulus d'entreprises, d'initiatives innovantes a un impact sur nos façons de faire, puis génère des retombées qui sont beaucoup au-delà de juste une clientèle servie ou un secteur d'activité. Ça va toucher des questions sur la cohésion sociale, le développement territorial, le potentiel aussi de développement territorial ou économique qu'on va voir un peu partout. Je ne sais pas si je vais vite ou s'il y avait peut-être des questions sur la question d'économie sociale, vu qu'on est peu. Je continue. Le lien, surtout, pour moi, qui est intéressant, c'est le lien entre l'économie sociale et les Fab Labs. À mon avis, ce lien-là, il est trop peu connu, et en économie sociale et dans les réseaux des Fab Labs. Alors que si on en arrive aux bases, il y a des points de convergence qui sont fondamentaux, à mon avis. D'une part, on a des valeurs de placer des citoyens, la société civile, donc les citoyens, les entreprises, les acteurs locaux dans notre système de production. Comment on peut rendre de la technologie ou la gestion de nos entreprises accessible pour ces gens et pertinent pour ces gens? Comment est-ce qu'on les amène à prendre un rôle de premier plan pour se construire des technologies, des entreprises, une économie locale qui répond à leurs besoins? D'autre côté, très concrètement, là, on a des Fab Labs qui vendent des produits et services qui sont de facto des entreprises d'économie sociale parce qu'ils ont une activité marchande, mais leur but n'est pas de travailler là où il y a le plus de profit. Le but est de rendre ce bassin de technologie accessible et utile pour leur communauté. Et aussi, on voit l'usage de Fab Labs par certaines entreprises d'économie sociale pour tester des prototypes qui vont soit accroître les capacités d'une entreprise qui existe ou donner lieu à une nouvelle entreprise. Ça existe moins au Québec, je dirais, mais si on regarde à l'international, il y a vraiment eu des initiatives structurantes de dire comment on peut amener des populations à utiliser les Fab Labs dans un processus d'incubation d'entreprise. Je sais qu'il y avait une autre présentation à FabCity sur des Fab Labs au Mexique qui ont toute une méthodologie à la fois d'accompagnement d'entreprise, mais aussi d'accompagnement à l'usage de la technologie pour renforcer ces entreprises-là, qui est super intéressante, puis qui, à mon avis, a un filon qu'on ne développe pas assez au Québec. Puis après, de façon très large, je pense que des Fab Labs, comme les entreprises d'économie sociale, naissent d'un constat qu'il faut repenser nos systèmes, nos façons de faire, nos systèmes de production, nos systèmes de consommation, de réutilisation de certaines ressources et la gestion des savoirs pour y arriver, de ne pas réinventer la roue. Si quelqu'un a trouvé quelque chose qui est pertinent ici, est-ce qu'on est capable de le développer, de l'utiliser ailleurs, de continuer de travailler dessus? Parce que l'économie sociale vise à remplir des besoins, répondre à des besoins ou des aspirations d'une communauté, sont moins aptes à être en compétition l'une de l'autre. Une entreprise d'insertion va parler à une autre entreprise d'insertion pour dire ce qui ne marche pas pour se renforcer. Je pense qu'on voit cette dynamique-là dans les Fab Labs, dans leur modèle d'affaires, dans la population qui desservent, dans les parcours d'accompagnement pour s'outiller, pour être plus forts et plus pertinents, chacun dans ses communautés. Donc, on est vraiment dans des logiques de démocratiser nos économies, nos outils de production,
le partage des revenus, si on veut regarder revenus au sens large, là, des intérêts, des retombées de nos activités, dans une logique de réutilisation de ressources de savoir et d'adaptation en général, parce qu'on inclut la communauté dans nos processus. On a des pratiques de concertation qui sont particulièrement intéressantes, innovantes, puis en adaptation continue, des processus de production qui vont évoluer au fil des capacités puis des besoins des usagers, des réflexions sur le financement, c'est-à-dire si on a plus de ressources, qu'est-ce qu'on fait? On achète un autre équipement, on dessert une communauté plus large, on fait mieux connaître notre offre de services, ultimement pour répondre aux besoins de tous, mais je dirais aussi des enjeux de société. Parce que l'économie sociale, comme les Fab Labs, a aussi de spécifique qu'il y a un aspect d'aspiration dans tout ça, de dire on ne fait pas juste ça dans l'immédiat, mais on fait ça pour contribuer à un changement de logique économique. Donc, partir de ce point de jonction-là m'apparaît vraiment porteur pour dire, il me semble qu'on pourrait mieux se connaître, mieux travailler ensemble pour se renforcer mutuellement. Là, c'est le fun d'avoir du temps oui, parfait. De prendre des questions puis répondre à des choses. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne ou concrètement, comment on peut s'outiller? Moi, j'ai marqué, je suis du chantier de l'économie sociale, je pars surtout d'une perspective de l'écosystème en économie sociale, mais je pense qu'il y a un dialogue qui pourrait être entrepris là-dessus puis qu'on pourrait plus se parler parce qu'il y a des choses qui se font dans le réseau des Fab Labs qui ne sont pas assez, à mon avis, connues puis maîtrisées en économie sociale. Je vous dirais qu'en économie sociale, il y a eu beaucoup de travail pour vulgariser c'est quoi l'économie sociale, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça change d'avoir une gouvernance d'un type ou d'une coop de travailleurs versus un OBNL, etc. Donc, il y a un guide d'introduction à l'économie sociale et un cadre de référence en économie sociale qui peuvent aider les gens à comprendre c'est quoi cette bébête-là, qu'est-ce que ça mange en hiver, est-ce que ce à quoi je fais face, un projet qui vient me voir ou un projet qui se constitue, comment je peux l'accompagner pour m'assurer qu'il y a une forme juridique pertinente, puis des outils d'accompagnement pour créer la gouvernance, bâtir un modèle d'affaires, trouver des partenariats qui sont adaptés à une forme d'entrepreneuriat collectif. Qu'on ne se fasse pas face à un avocat ou un banquier qui dit « je ne comprends pas pourquoi tu vises 10 % de profit quand tu pourrais en avoir 20 ». Oui, mais le but, ce n'est pas juste mes profits, c'est une raison plus large. Un petit nouveau qu'on a vu et qui est né cette année, c'est l'Ampli, qui est un outil de financement par la communauté. Donc, on voit beaucoup de communautés qui vont lever des fonds pour soutenir l'émergence de projets, soit d'une nouvelle entreprise ou d'une entreprise existante, une entreprise collective. Et le fonds Ampli, ce qu'il va faire, c'est accoter le financement du milieu pour donc accroître le financement disponible pour développer des nouveaux projets. Alors là aussi, sur le site que je vous ai indiqué, il y a une série d'informations sur qui est admissible, pourquoi faire ça, comment bien le faire, qui m'apparaissent intéressantes dans une logique de développement d'entrepreneuriat à travers les Fab Labs ou par les Fab Labs eux-mêmes. Puis finalement, puisqu'on est ici entre Québécois, sur la question du reprenariat au Québec, elle est majeure. On sait qu'il y a un ensemble d'entreprises qui vont changer d'usage, série d'immobilier aussi, là, mais d'actifs immobiliers, mais je dirais sur les entreprises en particulier, l'enjeu, c'est pour une communauté ou des travailleurs qui vont racheter une entreprise, des fois, il y a des questions de mise à jour technologique ou manufacturière. Il me semble que là aussi, il y a des questions, un enjeu à faire mieux connaître l'offre des Fab Labs, les valeurs des Fab Labs, les gens qui s'investissent aux Fab Labs, les conditions pour accéder à cette expertise-là. Donc, sur repreneuriatcollectif.ca, vous allez voir tous les argumentaires de céder à une entreprise, à ses travailleurs, à son milieu, des outils pour ce faire. Mais il me semble qu'il y a là aussi une voie de passage très intéressante parce que la question technologique et manufacturière dans nos PME au Québec, elle reste importante. Donc, pour les outils. Pour les alliés, il faut savoir que dans chaque région du Québec, il y a un pôle d'économie sociale. En fait, il y en a 22 pôles, 19 pôles régionaux et 3 pôles autochtones qui mènent tous des activités d'émergence. Donc, ils mettent des ressources, sont un peu des références des outils puis des acteurs qui soutiennent l'économie sociale dans leur région, mais ils vont aussi faire des activités avec les citoyens pour dire qu'est-ce qui manque dans ma communauté.
Puis si c'est un point alimentaire, est-ce que c'est un point d'aide alimentaire ou c'est une épicerie ou c'est un système alimentaire territorial pour mieux consommer les produits d'ici, etc. Là aussi, il me semble qu'il y a une jonction intéressante avec les Fab Labs et les produits qui sortent des Fab Labs pour mieux les connecter avec les besoins qui se discutent dans ces activités d'émergence. Parce que je pense qu'il y a aussi un peu de ça dans l'intention des Fab Labs, c'est de mettre les outils disponibles aux besoins des gens. À l'échelle nationale, il faut savoir que des organisations, le chantier en est une, mais je pense qu'on a la chance au Québec d'avoir des mouvements économiques, le mouvement des travailleurs, le mouvement des femmes, le mouvement environnemental, qui sont engagés dans une réflexion sur notre économie. Est-ce que notre économie, notre système économique actuellement répond à des besoins, des enjeux de société comme des soins adéquats aux personnes âgées, de l'habitation abordable et pérenne pour tous? Donc, dans la réflexion des Fab Labs, de dire ensemble comme réseau, comment on s'inscrit dans un mouvement de transformation économique puis de transition écologique, on va se le dire. Je pense qu'il y a des alliés là, qui gagneraient à être mieux alimentés par les efforts des Fab Labs, mais aussi qui pourraient contribuer à certaines réflexions ou diffusions de pratiques qui se font au sein des Fab Labs. Finalement, il y a des lieux d'implication, comme je disais, les pôles. Il y a l'aile jeunesse du chantier qui regroupe des jeunes qui s'intéressent à l'économie sociale. Je pense qu'il y a un bon bassin de jeunes qui circulent et s'impliquent dans les Fab Labs. Puis c'est peut-être un pont intéressant pour faire le lien entre l'économie sociale puis les Fab Labs, le mouvement environnemental aussi. Je dirais aussi qu'il y a pas mal de travaux sur la question de l'inclusion de personnes issues de la diversité ethnoculturelle en économie sociale. La question de l'accessibilité dans les Fab Labs. Qui accède à ces lieux, à ces savoirs, à ces technologies? Est-ce que nos processus d'accompagnement, de concertation et d'accompagnement sont appropriés pour répondre à des besoins de jeunes, de personnes plus âgées, de personnes de différentes provenances socio-économiques, culturelles, etc., sont aussi à revoir. Puis c'est ça, je pense qu'il y a un dialogue intéressant autour de ces questions-là, puis peut-être un maillage, puis un renforcement d'efforts. Finalement, c'est aussi important je voulais partager avec vous que l'économie sociale comme mouvement s'en va vers une grande mobilisation en vue d'un sommet sur l'économie sociale en 2025. Voyons. Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu 2 grands sommets en économie sociale au Québec. Pour le Québec, le sommet de 96, qui a donné lieu au réseau des CPE, au réseau des entreprises d'aide à domicile, à des fonds d'investissement spécifiquement en économie sociale, au chantier en tant que tel. Puis un autre grand sommet en 2006, qui était plus se connaître puis se reconnaître. Qu'est-ce qu'ils ont en commun des coopératives d'habitation, des résidences pour personnes âgées en OSBL, une coop alimentaire, un CPE, puis une entreprise qui emploie des personnes handicapées puis qui fait du manufacturier. C'est toutes des réponses de communautés qui se sont mobilisées pour trouver des solutions appropriées pour leurs besoins. Et on peut être des experts en logement ou en manufacturier ou en soins aux personnes, mais c'est un effort qui s'inscrit dans un effort plus large de communauté où il fait bon vivre, puis de société avec plus de cohésion sociale, puis plus durable dans le temps. Donc, le but de la mobilisation envers le sommet, d'abord, vous dire qu'on a 2 étapes. Il y a une étape d'une tournée nationale. On est dans cette tournée en ce moment. Ça a commencé cette semaine, il y avait des collègues qui étaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a quelques semaines, on était en Gaspésie. Mais on fait aussi une tournée de secteurs, de parler avec différents acteurs, que ce soit des acteurs qui développent l'habitation sans but lucratif, des acteurs qui emploient des personnes handicapées. Et je vous dirais que cette discussion, pour moi, est une amorce de ce dialogue-là, notamment avec les Fab Labs, de dire qu'est-ce qu'on voit qui marche sur le terrain, puis qu'est-ce que ça prendrait pour en avoir plus à l'échelle du Québec? Est-ce que c'est une initiative qui doit s'étendre? Est-ce que c'est une initiative qui doit s'essaimer pour qu'il y en ait dans chaque région? Puis ultimement, qu'est-ce que ça change quand on se tourne vers les citoyens et les citoyennes, quand on travaille spécifiquement avec les municipalités et pas du mur à mur, quand on engage les acteurs, les entreprises privées, collectives, les acteurs du territoire
et qu'on leur demande de réfléchir collectivement à des solutions aux problèmes de leur communauté. Parce que je pense c'est ça, on est mûr pour plus d'innovation. Puis, il y a beaucoup d'acteurs mobilisés sur ces questions. Je pense que l'enjeu est de mieux faire le pont entre nous, puis de travailler des solutions collectivement plutôt que chacun avancer sa vision en silo. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on voulait avoir cette discussion avec vous, puis peut-être entendre les préoccupations, les bons coups que vous avez dans vos Fab Labs qui ont été discutés ou qui vous ont interpellé dans le cadre de Fab City, puis comment on va continuer à avoir ce dialogue pour la suite des choses. Donc, je ne voulais pas avoir une présentation trop longue. Je suis très contente de revenir, ça me fait plaisir de revenir sur des diapos s'il y avait des choses qui étaient moins claires. Mais je pense que le but était aussi d'amorcer un dialogue avec vous pour voir, je vais d'ailleurs couper ma diapo, pour voir est-ce qu'il y avait des choses là-dedans qui vous surprenaient ou qui vous questionnaient, puis comment vous voyez ce lien-là? Comment on va travailler plus de concert pour faire la jonction entre les différents efforts qu'on mène tous à l'échelle locale pour donner des résultats nationaux, puis à l'échelle nationale pour travailler de concert différentes parties de solutions pour qu'elles s'imbriquent. Bonjour Béatrice. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Désolé, je ne suis pas censé parler, je suis le régisseur ici. Salut! Mais ça me parle beaucoup tout ce que tu dis. Puis je peux parler un peu au nom de la coopérative de Fab Lab Québec aussi. Là. On a quand même fondé la coopérative en 2019, un peu pour pousser les efforts justement liés à la concrétisation des espaces de fabrication numérique, puis comment les rendre viables, puis comment un peu explorer toutes les sources de financement. Puis quelque chose que je trouve particulièrement intéressant avec tous les concepts d'économie sociale, mais aussi d'économie circulaire, etc., c'est un peu l'idée que le Fab Lab, puis aussi dans la réalité québécoise, qu'il ne faut pas se le cacher, est un concept qui reste nouveau. C'est quelque chose qui est émergent et qui est embryonnaire. Et parfois, nous, à l'intérieur de l'écosystème, on devient impatient à voir l'impact que ça va avoir. Puis on comprend qu'il faut aussi se laisser le temps, je veux pas. Puis je pense que le Fab Lab est une vision relativement nouvelle de voir l'entreprise. Donc, c'est rempli de défis, mais aussi rempli d'opportunités à voir comment on peut financer ces espaces-là, puis comment on peut les réfléchir avec des nouveaux modèles qui sont plus en lien, plus axés un peu à nos valeurs, puis un peu à ce qu'on vise. Hein, parce je trouve qu'il y a deux choses que tu as dit pendant la présentation. Il y a les usagers du laboratoire, il y a le potentiel de comment les gens utilisent le laboratoire, les entreprises qui peuvent en sortir, etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi les laboratoires en soi. Comment eux peuvent s'assurer une pérennité, comment ils peuvent s'assurer une cohésion aussi entre les espaces. On le sait, l'idée d'un laboratoire de fabrication numérique, ça serait de quartier ultimement. Hein. Ça serait comme une bibliothèque, on en aurait un peu partout. Le problème qu'on rencontre, sans qu'on veuille trop le dire, c'est que plus qu'il y en a, plus qu'on a de la misère à se trouver des contrats. Je veux dire, c'est un peu plate à dire, mais c'est un peu ça. Fait qu'il y a une forme de compétition qui est encore super saine. Là. Il n'y a pas de problème pour le moment. Mais reste que la coopérative, là, moi, je siège en tant que vice-président depuis la fondation, mais la coopérative s'intéresse beaucoup à un peu la recherche de discussion, justement, au travers de cette question-là, qui est tout le temps un peu malaisante, là, surtout au Québec, j'ai l'impression, mais du financement, puis de comment on veut bien. Pour le moment, le Fab Lab, c'est une idée, c'est un potentiel infini, c'est quelque chose qui, selon moi, est inévitable, mais comment qu'on s'assure de ça, tu sais. Fait que c'est super intéressant tout ce que tu nous dis, puis les outils aussi, d'ailleurs. Merci, Florence, pour les liens. Bien, je peux peut-être réagir à ça. Moi, j'avoue que j'ai, dans les affaires d'impatience, là, des fois, je ronge mon frein parce qu'on dit des nouveaux modèles innovants. Puis je pense et en économie sociale et des Fab Labs. Les technologies sont des technologies de pointe. Mais la notion qu'on met nos outils en commun pour fabriquer des choses, puis que pas tout le monde peut se payer la grande scie de je sais pas quoi, c'est vieux comme le monde. Comme la façon qu'on entreprend ensemble, puis qu'on partage les fruits de ça, c'est vieux comme le monde. Fait que je pense que d'abord, il ne faut pas se gêner
pour dire on n'est pas une nouvelle affaire flyée qui n'a pas fait ses preuves. Il y a quelque chose là-dedans qui est là depuis toujours. Par contre, c'est vrai que la visibilité de cette façon de s'identifier, que ce soit l'économie sociale ou que ce soit les Fab Labs, c'est très frustrant des fois parce qu'on voit que c'est une réponse, puis on voit que c'est tellement méconnu. Pas juste méconnu, mais des fois connu, puis c'est pire, avec des préjugés défavorables de ce que ça veut dire. Alors, on veut en... Puis là-dessus, je venais peut-être sur ton exemple de est-ce que la multiplication des Fab Labs, elle est bonne ou mauvaise? D'un côté, je trouve que c'est comme quand on parlait de la multiplication des équipes de hockey, puis on dit ça va faire compétition, mais plus de hockey égale on en parlait plus, puis il y avait plus d'occasions pour les joueurs, puis il y avait plus de marché. Tu sais, je pense qu'il faut avoir plus on est de gens de parler de Fab Lab, puis d'avoir des lieux qui multiplient des choses, il me semble mieux c'est. La question, c'est après comment on s'organise pour faire quelque chose qui est cohérent puis viable dans chaque communauté. Puis effectivement, il y a une réflexion à faire par rapport à ça. Puis je pense que l'écosystème d'économie sociale qui s'est structuré, puis qui continue, qui évolue, a peut-être quelque chose à discuter. Puis on a eu différentes discussions là-dessus à différents moments. Sur la question de la valeur versus l'impact, sur la question du modèle, puis pour revenir au sens de mon intervention, on le sait tous que c'est parce qu'on engage c'est parce qu'on met les savoirs de tous à profit. C'est ça qui distingue nos organisations. C'est ça qui fait une différence en termes d'impact. Oui, des fois, c'est un impact économique, mais des fois, c'est on produit plus vite ou on produit mieux parce qu'on est capable, on s'est basé sur une question de mutualisation puis de mise à profit de l'intelligence puis des connaissances de tous un chacun. Dans le cas des Fab Labs, même le réseau international, donc c'est super impressionnant. Il me semble qu'il y a quelque chose autour de ça qui gagne à être véhiculé parce que ça, c'est pas acquis. On est beaucoup encore dans l'expert individuel, le fonds d'investissement, c'est la personne qui va arriver avec la solution versus refaire valoir que c'est des processus d'intelligence collective qui vont nous sortir du pétrin parce qu'on va développer des choses qui sont plus peaufinées, spécifiques à nos besoins ou nos capacités locales, plus résilientes. Plus appropriée, plus inclusive, puis face à des défis complexes. Donc, pour moi, la question, elle est aussi comment, puis je pense qu'on est de plus en plus à penser à ça, notamment sur les jeunes, je pense, sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là, d'inclusion, puis que ma voix compte, puis j'ai des idées à amener. Alors, comment on est plus nombreux à parler dans ces termes-là, puis à citer l'exemple des Fab Labs, puis tout le potentiel des Fab Labs, puis à l'imbrication de l'expertise des Fab Labs dans des efforts de d'autres, que ce soit le mouvement environnemental pour repenser puis développer une économie circulaire ou des entreprises d'économie sociale de s'outiller ou de, tu sais, il me semble qu'il y a quelque chose autour du langage puis de la promotion qui pourrait être gagné pour valoriser l'impact, mais aussi le potentiel des Fab Labs, puis que ça repose sur ce socle d'intelligence collective puis d'implication citoyenne. Je propose à André, si vous voulez prendre la parole, vous avez levé la main, allez-y. Oui. Ben, je voulais dire que pour comprendre les Fab Labs, pour voir leur pertinence, je pense qu'il faut le vivre, il faut les fréquenter, il faut qu'il y ait des rencontres. J'ai pour ma part été membre fondatrice de Muséomix Québec, donc un événement de co-création technoculturelle et en milieu muséal. Et puis c'est extraordinaire qu'en 3 jours, des gens qui viennent d'horizons différents peuvent créer. Et ces rencontres-là, ben, il faut qu'on les provoque avec des thèmes, des expériences, et puis là, tu vois les machines à l'œuvre, tu vois les technos, tu vois, parce que le commun des mortels, il n'a jamais mis les pieds dans un Fab Lab et puis il peut même pas voir comment il peut nécessairement collaborer avec un ingénieur ou un techno. On a l'impression qu'on parle pas le même langage, mais on se rejoint sur des problématiques, puis c'est là-dessus. Puis ça m'amène dans l'expérimenter. Je sais pas si vous avez déjà participé ou vu l'expérience de team building des marshmallows où il faut construire la plus haute structure. Puis ce qui est assez comique, c'est que il semblerait que les plus performants sont les enfants et qu'on désapprend avec le temps. Les architectes et les ingénieurs, ils s'en tirent pas pire, mais si tu mets juste des gestionnaires, c'est pourri ce qui se passe.
Donc, et ça fait comprendre, donc, OK, c'est par notre diversité qu'on peut arriver à quelque chose. Ce que je dis souvent dans le... Oups, excuse-moi, Béatrice. Ce Non, que je... Vas-y. Je suis désolé. Ce que je dis souvent quand j'essaie de présenter un peu notre mandat, puis dans quel cadre on est réellement, j'utilise le terme le Fab Lab, c'est les machines, puis tout ça. Pour moi, ça, c'est du contexte, OK? C'est du bonbon, finalement. En réalité, on est dans l'industrie du potentiel gâché. Pas gâché, du potentiel insoupçonné, disons. Puis on va s'en rendre compte à chaque fois. Puis tu viens de le dire, la pluralité des gens qui se rencontrent puis qui, tout d'un coup, ont une certaine synergie puis ont une façon de communiquer. Moi, je pense que c'est très, très pas propre à, là, mais c'est définitivement, ça se retrouve beaucoup, beaucoup dans des espaces comme ça. Puis je pense, puis je peux regarder mon parcours personnel à moi, puis je peux regarder à toutes sortes de gens avec qui j'ai travaillé dans les 10 dernières années. Ce sont tous des profils ben, tous. Il y a beaucoup de profils où est-ce qu'on retrouve énormément de potentiel dans des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient ces compétences-là, qui ne savaient pas ces outils-là. Veux pas, ça reste... C'est des espaces... On dit que c'est des tiers-lieux, puis c'est absolument vrai que c'est des tiers-lieux. Là. C'est ni le travail, ni la maison, là, sauf pour moi, c'est les deux. Là. Mais ça reste des espaces qui sont très, très, très convaincants dans le fait que ce n'est pas l'école. On apprend autant, voire plus, selon les opinions, là, dans un Fab Lab qu'à l'école. Par contre, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas de l'école, c'est ludique, puis c'est le fun, puis c'est agréable. Moi, c'est là que je crois que, puis c'est un peu l'angle qu'on prend au Québec depuis les 12 dernières années avec l'arrivée de EcoFab, qui était le premier laboratoire au Canada, mais reste que on prend beaucoup l'angle de l'éducation, puis c'est normal parce que c'est la porte d'entrée pour cette cohésion-là de laboratoire. Mais je pense qu'il faut... Je suis en train de perdre mon fil de pensée. Excuse-moi, ça fait 2 jours que je suis sur la régie YouTube, Zoom et compagnie. Là. Mais vas-y, non, vas-y, je te sauvais aussi. Oui, non, le temps que tu reprennes. Je pense que dans les barrières, puis je ne l'ai pas nommé dans mon PowerPoint parce que je ne savais pas comment le dire de façon correcte. Mais je pense on le sait, quand on parlait par exemple de lutte à la pauvreté, en tout cas, il y a une perte des compétences de savoir-faire qui se fait par le passage des générations, mais nos grands-parents savaient faire de la maçonnerie, coudre un bouton, arranger leur voiture, etc. Certains processus se sont complexifiés, certains cours, enseignements de savoir se sont perdus, que ce soit à l'école ou dans les maisons, puis les gens sont un peu démunis par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est une barrière réelle. Puis dans ce sens-là, Mme Pelletier, quand vous disiez d'aller dans le Fab Lab puis me rendre compte, ah oui, finalement, je suis capable de faire ça puis de m'investir là-dedans, il y a une barrière qui est très difficile à percer juste en l'expliquant. Parce que les gens se disent ça, ces affaires techno, c'est pas pour moi. Alors que des choses que je trouve les plus emballantes quand on des meilleurs cas de Fab Lab, c'est justement rejoindre des populations qui sont des fois analphabètes, qui sont dans des milieux ruraux éloignés de grands centres avec des grandes technologies, mais avec des capacités solaires de faire bouger une machine puis de les amener à l'utiliser. C'est vrai que c'est à la portée de tous, mais je dirais que des individus au Québec se sentent interpellés, c'est souvent le jeune gars en génie qui dit ben ça, j'ai de la compétence pour ça, et pas tant l'ensemble des usagers potentiels qui pourraient s'en servir pour juste se dépanner puis refaire leur bouton de laveuse ou co-construire quelque chose de mieux. Ça, je pense que c'est une réelle barrière, puis je ne sais pas, elle est où la solution. Outre forcer tout le monde à être dans des activités, mais ça, je pense que justement, c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien à faire dans toutes ces activités de mobilisation de la communauté, que ce soit par le milieu communautaire aussi qu'il fait, ou les pôles d'économie sociale qui disent, OK, la gang, venez de parcours différents, de milieux différents. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comment qu'on le fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de la technologie à faire? Puis l'autre, c'est sur les compétences sociales. C'est clair que le savoir-faire, ça, je pense qu'on a une bonne base au Québec, mais que c'est jamais complètement acquis. Puis la notion qu'il faut travailler tout le monde, puis qu'on est plus fort, tout le monde ensemble dans toute notre diversité, c'est quelque chose, c'est un clou sur lequel il faut constamment recogner. Excuse, je te coupais. Non, pas du tout. C'est juste pour pas te contredire, là, c'est pas ça que je veux dire, mais
Au niveau des statistiques, par contre, ça, je parle plus sur la scène internationale, mais je peux te dire par expérience qu'au Québec, c'est similaire, là. Il y a une réalité en Fab Lab qui est que, oui, dans le monde de l'ingénierie, etc., on va retrouver une certaine saturation d'un type de profil particulier qui est l'homme blanc. Tu peux le dire comme tu veux, là. Par contre, c'est pas cette réalité-là dans l'usage des Fab Labs. La parité autant des sexes que des ethnies, que des groupes d'âge. C'est comme intrinsèquement lié dans le cercle des valeurs de ces espaces-là. Puis ça se vit et ça se ressent. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un réflexe dans l'usage de ces espaces-là. Il faut comprendre aussi que ça reste des milieux très artistiques. Il y a plus d'artistes que d'ingénieurs dans un Fab Lab présentement, là, en 2023. Là. Donc, il y a cette notion-là aussi. Fait que je trouve que c'est une belle façon de justement venir diluer un peu ce phénomène-là qu'on retrouve là, souvent. Puis aussi, il faut se rappeler que le staff, les équipes de travail dans les Fab Labs ne sont pas issues du milieu des technologies nécessairement. Ça aussi, c'est important. Il n'y a personne dans mon équipe qui est ingénieur, qui a fait une école de génie ou quoi que ce soit. T'sais. Donc, ça, pour moi, ça peut être une faiblesse, mais c'est une force aussi, veut pas, d'avoir une certaine pluralité des types de profils. Là. Mais je pense que c'est super important ce que tu dis. Puis effectivement, tout me semble le cœur du métier et cette question d'approche, d'amener vers les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pédagogique et social que technique. Puis je pense que le cœur, la raison d'être des Fab Labs était ce mouvement d'inclusion des citoyens. Mais je pense qu'on n'est pas, c'est pas assez connu puis utilisé par le commun des mortels. Puis je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose où on l'explique, puis les gens sont comme « Ah, OK, ouais. » Puis c'est quand les gens vont, puis font une activité que le déclic se font, on fait « Ah, OK, mais c'est pour moi aussi. » Puis tout le monde que je connais qui a fait l'expérience, après, continue de les réutiliser ou de juste penser « Ah, ça, c'est-tu quelque chose que je pourrais faire dans un Fab Lab? » ou poser la question, etc. Donc, comment on fait faire ce déclic par plus de personnes? Je pense qu'on a le même, d'ailleurs, défi en économie sociale, de dire l'économie sociale est partout, mais pas vraiment connue. Puis les gens, ils sont comme « Ah, économie sociale, c'est des affaires sociales pour des pauvres, c'est du macramé. » C'est des beaux mots. Puis c'est dans plein de secteurs, c'est partout au Québec, puis c'est quelque chose où on peut s'impliquer sur un CA, travailler, puis ça fait une différence d'être là. On contribue à la fois à sa job, mais aussi à des activités d'autres, à des idées d'autres, puis c'est important d'avoir des profils diversifiés. Donc, cet enjeu de mobilisation, c'est trop simple. C'est comme, surtout quand on travaille là-dedans, on voit toute la pertinence, on pense, j'ai juste à en parler, puis le déclic va se faire, mais c'est pas vrai. Il y a une barrière supplémentaire dont parlait Mme Pelletier que je pense qui est complexe à mettre. C'est pour ça que je disais, je n'arrivais pas à le formuler dans mon PowerPoint, mais je pense que c'est vrai qu'il y a une barrière pour la connaissance puis l'usage surtout de tout le potentiel des Fab Labs. Je pense que, puis je m'excuse si je parle trop, là. J'ai deux arguments dans l'immédiat là, par rapport à ça, je pense, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que, comme j'ai dit tantôt, veut pas, le Fab Lab reste un concept jeune. Moi, je suis encore au terme embryonnaire parce que ça prend du temps hein, pour une société avant d'adopter un terme, avant d'adopter un type d'espace, etc. Aussi, la réalité des Fab Labs est une réalité très, encore une fois, économiquement difficile. C'est pas facile non plus. Puis, moi, je ne connais pas un espace qu'il y a un agent de com ou quoi que ce soit. Puis, on n'est pas formé non plus pour pousser la visibilité d'un espace, puis quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est parce que les gens, des fois, ils disent « Mais donnez-moi un exemple concret de ce qui s'est fait pour impacter la société en Fab Lab. » Oui, mais il y en a tellement, il y en a tous les jours, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'on est tout le temps sur des projets, puis des projets d'envergure, puis des super affaires, mais il n'y a personne qui le sait qu'on le fait. Puis je ne parle pas pour moi, là, je parle vraiment pour le réseau. Là. Fait ouais, l'idée de s'outiller avec différents partenaires, différentes ressources, différentes façons pour aller chercher les expertises de tous et chacun, autant au niveau de la communication, comme je te dis, que de tout, partout, finalement. Moi, je pense que c'est ça la prochaine étape là, pour le réseau là, ici au Québec. Je pense pour aller chercher les expertises, mais aussi pour accéder au plaidoyer des autres, que d'autres parlent des Fab Labs dans leurs termes, de dire, tu sais, en quoi ça renforce l'autonomie des femmes?
Tu sais, en quoi ça renforce l'innovation dans les entreprises? Tu sais, en quoi ça renforce la lutte à la pauvreté? Tu sais, le Fab Lab, c'est vrai que c'est super complexe, manier tous ces concepts puis parler sur tous ces impacts. Mais je pense que de mettre l'expertise et les ressources du Fab Lab à profit de différents groupes puis faire ces partenariats permet de valoriser ces impacts aussi parce que c'est les gens pertinents qui vont en parler. Puis là-dessus, je dirais, c'est pour ça que j'essaie de le décliner sur le local ou régional et le national. Je pense que les grands discours plus macro se font au national, mais les projets, l'intérêt d'avoir des projets avec un acteur fort plutôt que d'un citoyen, tu sais. Les exemples, je reviens sur mon exemple au Mexique. Ils ont eu l'Université de Ibero-Puebla. Ils ont fait un processus d'incubation d'entreprises d'économie sociale qui était clairement par et pour des acteurs plutôt de quartiers défavorisés de Puebla ou des communautés autochtones, mais parce que c'était porté par le Fab Lab qui était dans l'université, qui avait des moyens, l'université a aussi parlé de ça, interpellé la ville de Puebla, donc la municipalité, pu mesurer certains impacts et retombées. Donc, des fois, d'avoir un partenaire plus majeur permet d'avoir un certain suivi ou visibilité de certaines actions à l'échelle locale et régionale, puis après ça, facilite d'autres partenaires de ce type-là. Je pense que c'est peut-être là-dessus, est-ce que c'est une limite ou une difficulté, ou en tout cas, c'est les deux. Les Fab Labs ont été très à l'usage de citoyens au Québec. C'est parfait, ça sert à ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, un projet de développement avec des acteurs plus de développement qui peuvent être construits? Mais tu sais, c'est aussi, je veux dire, encore là, on jase, là, mais c'est aussi comme ça que quand on a pris la décision de franciser la charte des Fab Labs, qui dicte un peu le cercle des valeurs des Fab Labs, la BANQ a fait c'est la Bibliothèque d'archives nationale du Québec qui l'a traduit, puis ils ont fait un excellent travail pour le faire, sauf que, bien sûr, on y a mis notre sauce québécoise un peu qui est axée vraiment vers le citoyen puis vers l'individu, tu sais. Donc, oui, le Fab Lab au Québec, la compréhension du Fab Lab, c'est un espace qui n'est pas la même qu'ailleurs. Hein. On le voit dans le réseau d'Amérique latine, puis tu le sais bien, il y en a beaucoup, beaucoup des efforts plus de comment je peux dire, de collectif, là, de communauté avec je ne vais pas tomber sur des sujets que je ne connais pas plus qu'il faut non plus, mais c'est juste pour dire que tu dis des défis, je ne sais pas c'est quoi les mots que tu as utilisés, mais des limites, des quoi que ce soit. Pour moi, c'est sûr c'est ma salade, là, mais pour moi, c'est le pacing, c'est le rythme. C'est de se laisser le temps aussi. Oui, je te vois, là. Je te vois en petit sur la télé, là. Mais reste que je pense que j'ai une part en fait, on n'est pas en train de... On est d'accord les deux, là. C'est juste que moi, ça fait 8 ans que je suis dans l'écosystème, puis il y en a eu du progrès dans la compréhension des espaces, dans le nanana, tu sais. Donc, dans l'usage des espaces aussi, dans la viabilité des espaces, ouais. dans les... Tu sais, fait que, il y en a du progrès. Puis on continue de s'outiller, puis on continue de s'intéresser, tu sais. Fait que... Mais je pense que la réflexion, elle est d'autres critiques, puis je pense que tous ceux qui connaissent un peu les Fab Labs ont vu des bons géants qui se sont faits. Je pense aussi que l'économie sociale, le mouvement de l'économie sociale peut témoigner comment on peut avoir des mouvements collectifs qui respectent les intérêts, les capacités individuelles, entre autres par la gouvernance collective. De dire, jusque-là, il y a bien du monde qui ne sont pas d'accord, comment on le repense. Et je pense que les valeurs de transformation qui ne sont pas au premier plan de mon activité de fabriquer quelque chose, mais qui sont plus largement dans le mouvement des Fab Labs et certainement en économie sociale, appellent à dire la somme de nos actions individuelles a quelque chose de transformateur, le travailler collectivement serait important. Puis juste la circulation des savoirs puis des connaissances dans les Fab Labs, pour moi, il y a quelque chose de collectif, démontre la force du collectif. Après ça, c'est que aussi, je pense, pour le réseau des Fab Labs, qui a effectivement fait des bons importants, je pense que des réseaux puis des démarches collectives, on a la chance, c'est vrai qu'on a des situations très différentes au Québec qu'ailleurs en Amérique du Nord qu'en Amérique latine,
En Amérique latine, gros problème de pauvreté, mais quand même une certaine tradition d'action collective. Au Québec aussi, on a une tradition d'action collective, puis on a des réseaux constitués à l'échelle territoriale, sectorielle, qui agissent en collectif. Fait qu'il me semble qu'il y a quelque chose à greffer là-dessus pour faire le prochain tour de roue en termes de visibilité puis d'impact des Fab Labs. Si je peux juste me permettre, tu parlais justement de ce côté économique, que à la fois l'économie sociale se greffe ou s'intègre à une histoire de la production économique du Québec. Donc, dans ce cas, on a eu des coopératives et qu'en quelque part, je vais fermer ton micro, ça. Oh. Et donc, c'était dans une économie vraiment coopérative et c'était dans une économie un peu collective de mise en commun. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment l'économie sociale continue à diversifier dans une espèce de mouvement historique économique spécifique au Québec et comment un peu aussi les Fab Labs s'intègrent à cette vision d'une économie différente de ce qu'on pourrait appeler l'économie strictement capitaliste là-dedans? Oui, tout à fait. D'une part, je pense que c'est pas une économie qui est spécifique au Québec. Au mois d'avril, il y a une résolution de l'ONU sur l'économie sociale, puis comment c'était un levier important pour répondre aux objectifs de développement durable. C'est une économie, c'est des façons de faire qui existent depuis toujours et partout. Ça ne s'appelle pas tout le temps économie sociale. Je dirais tous les pays d'origine de langue latine, donc français, espagnol, portugais, parlent d'économie sociale ou économie sociale et solidaire. Ailleurs, on va parler de d'autres processus de développement économique communautaire, etc., des fois de coopératives. Donc, cette façon de faire, ce que ça va changer, c'est d'une part les décisions, donc on en parlait, la gestion de l'entreprise. En situation de surplus ou de crise, de difficulté, les décisions vont se prendre collectivement, donc on va s'assurer de la pertinence, de l'équité, de la pertinence surtout, je dirais, par rapport à la mission de l'organisation. Est-ce que cette solution qu'on développe de réduire les prix ou accroître l'offre de services ou réinvestir en équipement, c'est la meilleure selon tout le monde pour répondre à notre mission qui est de servir la communauté de Saint-Glinglin, offrir des services de qualité de X ou je ne sais pas quoi, vendre les produits locaux de Y. Deuxièmement, parce que c'est des entreprises gérées collectivement et démocratiquement, on va avoir des retombées qui vont être gérées de façon, la rémunération des travailleurs et l'utilisation des profits va être de façon plus équitable. Donc, on n'est pas à rémunérer le capital et à contribuer à une croissance des inégalités, notamment de ceux qui ont des capitaux puis qui en accumulent. C'est aussi des entreprises qui sont très... puis là, je vous parle de ça, mais ça, c'est vrai au Québec puis c'est vrai partout. C'est des entreprises qui servent principalement des marchés locaux et régionaux. Au Québec, c'est 76% des entreprises d'économie sociale qui servent des marchés locaux ou régionaux. Donc, on est vraiment par la communauté locale, pour la communauté locale. Donc, ça veut dire des solutions qui sont plus adaptées à notre réalité, puis que la réalité en Abitibi est très différente de celle de la Gaspésie, qui est très différente de celle de Montréal. Mais aussi, par exemple, sur des questions environnementales, oui, il y a des entreprises d'économie sociale qui travaillent dans la gestion des matières résiduelles, la réutilisation de matériel, c'est des choses, des sujets intrinsèques à l'environnement. Mais dans toutes les entreprises d'économie sociale, il va y avoir un souci environnemental supérieur parce que c'est des acteurs de la communauté. Fait que la solution, elle ne va pas être toute dompée dans la rivière ou le champ en arrière parce que c'est les gens qui vivent là, qui décident ce qu'on va faire avec nos méthodes de production. Alors ça, je pense aussi, c'est un facteur de distinction qu'on a trouvé cute dans le temps, mais qui est fondamental aujourd'hui quand on pense aux défis auxquels on fait face, qui sont des défis complexes, où il ne pourra pas avoir du mur à mur, qui doivent tenir compte de réflexions environnementales, donc où il y a plusieurs considérations à mailler. Puis on le voit que des entreprises qui sont gérées par des individus, des entreprises privées au sens celui qui a le plus de sous, c'est celui qui décide, comprennent qu'il faut faire mieux sur les plans sociaux et environnementaux, mais ne sont pas outillés pour le faire. Parce que le gestionnaire, jusqu'où il peut couper dans la marge de profit pour prioriser quelque chose d'environnemental? Il n'y en a pas de balise. Puis l'individu qui est propriétaire, mais comment il concilie toutes ces autres réflexions?
Lui, tout seul dans sa tête, c'est beaucoup de responsabilités. Alors, l'implication d'une collectivité, les idées, les capacités, puis les ressources collectives vont faire une grande différence pour concevoir de nouvelles idées, puis les mettre en œuvre d'une façon pertinente. Donc ça, je dirais, c'est vrai partout. Si on regarde spécifiquement pour le Québec s'est développé en collectif, pas pour rien, parce que le milieu rural francophone au Québec, au début du 20e siècle, n'était pas un marché intéressant pour les banques de Montréal. On a créé Desjardins. Les petits fermiers étaient sur le bord d'une crise dans les années 30, se sont regroupés en coopératives de producteurs. Aujourd'hui, on pense que c'est des très grandes entreprises, mais il n'en demeure pas moins que ça a défini le développement du Québec, puis notamment du Québec rural, parce qu'on a ancré ces capacités puis ce pouvoir dans les petits usagers. Après ça, des réseaux comme des CPE, des réseaux comme les entreprises d'aide à domicile changent le parcours du possible pour toutes les communautés au Québec. Parce que si on regarde le coût des centres des services de garde de la petite enfance ailleurs au Canada, c'est des femmes qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est des travailleuses qui travaillent au noir parce que ça coûte trop cher autrement. Puis c'est des communautés qui vont se dévitaliser parce qu'il n'y a pas de service proximité pertinent. Si tu es en milieu rural, si tu es dans un quartier plus pauvre, si ton enfant a plus de problèmes. Donc, je pense que le parcours socio-économique du Québec est marqué par cette innovation puis cette façon de gérer différemment certains secteurs de notre communauté. Mais on voit ça partout. Puis je dirais là aussi, ça aussi, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, je ne sais pas comment l'articuler. Une des distinctions au Québec, c'est que l'économie sociale est majoritairement en service. C'est à peu près 80 c'est des entreprises de services, puis 20 c'est du manufacturier. Ça, c'est quelque chose... Donc, l'économie sociale au Québec est quand même d'intérêt général. On reçoit des dizaines de délégations internationales. Notre écosystème de soutien est très intéressant aussi, très diversifié, très dynamique. Mais la composition de nos entreprises, où elles sont assez spécifiques au Québec. Puis si on regarde, par exemple, en Espagne, on est beaucoup dans le manufacturier. Mondragon, qui est la plus grande coopérative de travailleurs au monde, c'est des électroménagers. Donc, ce n'est pas tout le temps juste des services aux personnes. C'est comme ça que ça s'est fait beaucoup au Québec. Mais on peut être dans d'autres choses. Ici, c'est ça, services agroalimentaires, services bancaires. Et je pense que c'est là où la jonction, encore une fois, avec les Fab Labs, parce que j'en reviens avec l'exemple de Puebla, c'est celui que je connais le mieux, il y en a d'autres, mais Puebla a une spécificité de transformation alimentaire, puis des forces en manufacturier. Alors, ils ont aussi mis des Fab Labs au service de outiller puis utiliser la technologie pour tester des processus de transformation alimentaire. C'est comme super intéressant de miser sur nos forces, sur des expertises qu'on a, puis sur de la machinerie pour développer autre chose, puis avoir des produits à plus grande valeur ajoutée. Et cette réflexion-là, pour moi, c'est pas dans un contexte où on parle beaucoup d'innovation au Québec, puis notamment d'innovation technologique, la capacité des Fab Labs de mettre ça à profit de tous, puis mettre les idées et besoins de tous au profit de notre transformation technologique, elle n'est pas assez connue. André, peut-être pour la dernière intervention, vu qu'il ne nous reste que 5 minutes. Oui, ben, je voulais juste dire que ça nous prend des exemples pour savoir que ça existe puis c'est possible. Puis ensuite, comment ils l'ont fait. Et puis, moi, je suis associée au secteur tourisme et loisirs au sein de la CDRQ, puis je vais produire des études de cas. Puis c'est fabuleux parce que c'est cette notion-là de se prendre en main. Ma montagne de ski va fermer. Non, il n'y en a pas question. On se rassemble, on la rachète. L'école de voile où je donne des cours va être vendue. Ben là, on se réunit, puis on l'achète, puis on continue, puis mon camping. Et puis là, après ça, il y a toutes les histoires de création. De dire, je vais le faire tout seul. Bon, ils sont avec plusieurs. Puis je pense qu'avec la nouvelle génération, les valeurs collectives vont être plus présentes. Après ça, d'avoir un meilleur équilibre de vie. Tu sais, qui veut travailler 80 heures par semaine pour pouvoir avoir le pouvoir de diriger une entreprise et d'avoir
plein d'argent dont on ne peut pas profiter parce qu'on ne peut pas profiter de la vie, on est attaché à notre entreprise, alors qu'on pourrait partager les risques et les bénéfices avec la collectivité. Mais ça, il faut expliquer aux gens que ça se peut, ça existe, puis effectivement briser les préjugés que oh, c'est juste des jardins ou ben non, c'est juste des trucs de table de cuisine, là, tu sais. Voilà. Ça, puis je dirais dans des questions comme le loisir, quel usage, pour moi, il y a des jonctions, mettons, avec les Fab Labs, mais il faut amener les gens à penser tout ton matériel, tes infrastructures pour poser tes choses, la façon que tu gères ton stock, des nouveaux, des adaptations pour des personnes avec des limitations. Tout ça peut se concevoir puis se construire ici en fonction réellement de ta clientèle. Ta clientèle, elle vit-tu avec un handicap? C'est une personne âgée? C'est une personne, tu sais. Donc, comment on fait ces jonctions technologiques aussi? Oui, tout à fait. Entrepreneurial. De réunir des gens qui ont des problématiques semblables, puis OK, on va travailler ensemble, penser en dehors de la boîte pour développer ces patentes qui vont révolutionner notre vie. Anecdote personnelle, ma fille est designer de produits, puis j'ai été en contact avec ces jeunes-là, donc formés à l'Université Laval. C'est assez formidable, tu sais, la démarche d'aller à partir du besoin, à partir de la clientèle, et puis de réunir les expertises complémentaires. Je trouve que c'est plein de potentiel. Puis effectivement, ça prend des lieux pour se rassembler, puis des outils pour créer. Mais c'est pas que les outils, parce que on n'est pas juste là pour faire du bricolage, on est là pour résoudre des problèmes. C'est un bon mot de la fin, me semble. Un excellent mot de la fin. Béatrice, veux-tu ajouter quelque chose de plus ou est-ce que ce sera le mot de la fin sur lequel nous allons nous quitter? Ben, je pense que la question de on n'est pas juste là pour faire des bricolages, mais pour répondre à des questions, c'est un point de répondre à des besoins, là. C'est un bon point de jonction. D'autres acteurs aussi s'activent pour répondre à des besoins. Comment on travaille ce morceau-là ensemble. Merci encore du temps et de la discussion. Puis bon, fin de Fab Lab, Fab City. Merci à tous. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup, Béatrice, Alain, de nous avoir permis de discuter autour de ce magnifique sujet en vous souhaitant à tous une excellente journée, une excellente fin de Fab City. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.